Il y a maintenant deux France. Une France qui réussit, qui va continuer à réussir et à prospérer. Et puis une France qui ne s'en sort pas. La France des classes moyennes pour laquelle la vie est de plus en plus difficile. Et ça, on le voit dès l'école. Et ces deux articles que j'ai trouvés là, qui tombent aujourd'hui, qui montrent cette différence croissante qui se fait entre les élites d'un côté, enfin ceux qu'on appelle les élites, la famille de Macron, je pourrais dire de manière un peu plus large, mais vous comprenez l'idée, c'est ceux qui ont de l'argent, ceux qui contrôlent les choses, réussissent, et puis la classe moyenne de l'autre côté qui, elle, a de plus en plus de mal à pouvoir réussir, même à avoir des chances de réussir. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, j'ai trouvé deux articles qui me semblent à moi extrêmement parlants sur la France d'aujourd'hui et le clivage qui se fait de plus en plus en France et surtout sur le fait que c'est un clivage qui commence dès la naissance, dès le début. Si vous ne naissez pas au bon endroit avec des familles qui ont de l'argent, eh bien vous êtes foutus. Alors, commençons par les bonnes nouvelles parce que malgré tout, il y a des bonnes nouvelles, il y a une France qui réussit et je vous avoue même que c'est là-dessus que je voulais faire au début ma vidéo. On va voir, et c'est en trouvant un deuxième article que je me suis dit, mais en fait, il y a une véritable différence aujourd'hui entre les Français. Alors, on va commencer par ceux qui marchent en France, ceux qui réussissent en France. Le classement du Financial Times 2023, un cru exceptionnel pour les business schools françaises. Les business schools françaises enregistrent une nouvelle percée dans le très réputé classement des meilleurs masters de management du Financial Times, publié le lundi 11 septembre. Après 10 années de poursuite, HEC retrouve même sa place de numéro 1 mondial. HEC est numéro 1 mondial des business schools en management. En tout cas, selon le Financial Times. Donc, on peut même dire que c'est même pas un truc cocardier, c'est même pas un classement fait par un journal français qui se mettrait en avant HEC. C'est un classement fait par le journal d'un pays qui ne nous aime pas beaucoup. À chaque fois qu'ils peuvent nous taper dessus, ils nous tapent dessus. Mais là, on voit que le Financial Times est obligé de reconnaître que HEC est la numéro 1 des masters en management dans le monde. Et vous allez voir, il n'y a pas que HEC. Donc on est très très bon. Vous allez voir les conditions. Mais il faut se réjouir, on peut être très très bon. En cause, une filière d'excellence et de nouveaux critères sur lesquels les écoles françaises font la différence. Alors bon, je ne suis pas très d'accord avec les nouveaux critères, mais en même temps, ça fait 10 ans qu'HEC est dans ce classement, dans le top. Donc, vous voyez, même sur les nouveaux critères, elle serait encore dans le top. 5 écoles dans le top 12, 21 dans le top 100, soit 2 fois plus que les Anglais. Donc, vous voyez, on est bon. Objectivement, on est bon. Cette année encore, les business schools françaises brillent dans le classement du Financial Times des meilleurs masters en management, révélé le lundi 11 septembre. Symbole de ce cru, HEC retrouve sa place de numéro 1 mondial après 10 ans de poursuite et plus des 2 tiers des établissements français classés progressent. Les 2 tiers des établissements français classés progressent. Vous voyez, ça veut dire que non seulement on est très bon, mais en plus on progresse. On est très bon et on progresse. Alors je vois déjà certains qui, dans les commentaires, vont me dire « Oui, mais c'est parce que… » Vous en faites pas, je vais le dire aussi. Mais vous voyez que déjà, pour l'instant, j'essaie de mettre mon chapeau pour ne pas avoir l'air idiot, vous voyez que pour l'instant, on est très bon et on progresse. C'est positif. Voyons le côté positif. Vous allez voir après que, à mon avis, le problème, ça vient du fait que maintenant, il y a vraiment 2 France. Et c'est ça qui change tout.
Euh, Comme le Nantais Audencia qui place de la 47e au 27e rang. Mondial, hein, c'est quand même balèze, quoi. C'est très très bon. Cette position de leader mondial consacre l'excellence de nos étudiants, de notre corps professoral et de la formation prodiguée à la croisée des sciences du management, des sciences des données et des sciences sociales, se félicite Yann Algan, en charge de ce programme à HEC. Bravo. Enfin, bravo, quoi. Yann Algan, premier mondial. Bravo. L'école francilienne profite aussi de l'effondrement du salaire moyen des diplômés de l'Université SUS de Saint-Gallin. Après 3 ans de vie professionnelle, un critère classant pour le quotidien anglais. Je ne sais pas si je l'ai bien lu ou si vous avez bien compris. Grosso modo, on regarde les gens qui sortent de l'école au bout de 3 ans, quel salaire moyen ils ont. Bon, il s'avère que les Suisses, qui devaient être mieux classés qu'HEC avant, sont en train de chuter, et alors qu'HEC se maintient. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est le revers de la médaille de leur petite promotion de 52 étudiants contre plus d'1 millier à l'ESSEC, l'EM Lyon et l'EDEC, analyse un expert des classements. Quand les diplômés ne font pas le choix d'intégrer des grands groupes, les conséquences sont brutales. Bon, voilà. Donc peut-être un petit biais, les Suisses ne sont pas du tout nombreux. Si une partie de leurs étudiants ne va pas dans les grands groupes, forcément, ils chutent. Donc peut-être un petit biais, mais après tout, c'est très objectif le salaire, vous voyez. C'est aussi hyper objectif. C'est le salarié, l'étudiant qu'on a formé pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il vaut sur le marché du travail? C'est hyper objectif. Donc après, voilà. Donc ça me semble être un bon critère. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un bon critère. Bons élèves sur les enjeux climatiques. Alors là, ça me semble déjà beaucoup moins. Mais bon, allez, on va pas bouter notre plaisir sur cette vidéo. Vous savez que moi, les enjeux sociétaux, les enjeux climatiques, pour moi, c'est bullshit. Mais ça, c'est nouveau, c'est des nouveaux critères. Sur les anciens, on était quand même très très bon, quoi. HEC est resté très très bonne. Ça fait 10 ans qu'elle est dans le classement. Donc, malgré tout, même si je trouve que ces critères-là sont des bullshit, faut pas bouder son plaisir pour ça. Cet excellent carnet de notes a d'autres explications. D'abord, le Master en Management en 5 ans est un cursus que la France a su imposer dans le monde, alors que les anglo-saxons préfèrent le bachelor en 4 ans. Grâce au système des prépas, les écoles de commerce recrutent les étudiants triés sur le volet. Ah! Entendez bien ça, parce que ça fait tout à fait écho avec ce que je vais vous montrer après. Hein? Je vais essayer de le surligner. Les écoles de commerce recrutent des étudiants triés sur le volet. On va aller surligner ça, vous verrez que ça fait vraiment écho avec le reste. Qu'elle forme au business avec des séjours obligatoires à l'étranger, des échanges universitaires et des stages en entreprise. Par ailleurs, les business schools françaises se distinguent sur les nouveaux critères sociaux et environnementaux développés par le Financial Times pour évaluer les meilleurs masters. Bon, pour moi, c'est bullshit, ça, donc j'en parlerai pas. Plus que d'autres à l'étranger, elles ont intégré les questions climatiques et éthiques à leur cours et s'engagent à réduire leurs émissions de CO2. Bon. Ces bons résultats améliorent notre visibilité. Moi, vraiment, s'il n'y avait qu'un seul critère à prendre, c'est combien les gens gagnent au bout de 3 ans. Notamment parce que vous allez voir, c'est des écoles très chères. Petite chose aussi que je vais développer après. Mais pour moi, le seul vrai critère, c'est combien ils gagnent après 3 ans. Parce qu'au bout de 3 ans, ils sont sur le marché du travail. Leur employeur les juge. Combien tu me rapportes, combien tu vaux. Les autres entreprises veulent ou non les débaucher. Et en fonction de ça, leur salaire varie. Donc on voit sur le marché du travail combien un jeune qui a fait ses écoles vaut.
Donc pour moi, c'est le critère qui montre si ce sont les meilleurs ou pas. Mais bon, on a voulu rajouter des critères sociétaux. Est-ce qu'ils réduisent le CO2 ou pas? Pour moi, c'est pipeau, mais bon, tant pis. C'est pas... Encore une fois, boudons pas notre plaisir. On est très bon. Ces critères, ils sont nouveaux. On était déjà très bon avant. Donc boudons pas notre plaisir. Pour une fois. Ok. Ces bons résultats améliorent notre visibilité, se réjouit Delphine Monceau, directrice de Nomea BS, qui intègre le top 25 mondial. Cela nous aide à recruter des professeurs très réputés et à attirer des étudiants internationaux. L'école est aussi récompensée pour le dynamisme de son réseau alumni. Cependant, alors que les frais de scolarité se sont envolés, ces dernières années pour financer la recherche et les campus, le Financial Times considère que le retour sur investissement s'est détérioré. Alors, là, je vais souligner les frais se sont envolés. Deuxième petit point que l'on reverra après. Privés des subventions des chambres de commerce et des deniers publics de l'université, nos champions nationaux sont mal notés sur ce critère. En conséquence, peut-être, la satisfaction globale des étudiants est généralement plus basse en France qu'ailleurs, un point à améliorer. Bon, on a un coût très élevé de ces écoles. Vous verrez, voyez qu'ils sont privés des deniers publics notamment. Les frais de scolarité sont envolés. Donc moi, au début, je voulais faire juste une vidéo là-dessus, en disant « Bravo la France ». Pour une fois, bravo la France. HEC numéro 1 mondial, super. Avoir, excusez-moi, je recherche le chiffre, 12 entreprises, 21 entreprises dans le top 100, 5 dans le top 12. Vous vous rendez compte, 5 dans le top 12. On n'est pas loin du 1 sur 2 quand même. Bravo. Honnêtement, 1 sur 2, on dirait c'est les Américains qui ont une école sur 2 dans le top 12. Non, c'est les Français. Bravo. Donc j'étais parti pour faire une vidéo là-dessus. Et puis, en regardant la presse, j'ai vu un autre article. Et c'est cet article-là qui m'a fait dire, mais en fait, mon Dieu, on a maintenant 2 France. Un professeur devant chaque élève, pourquoi cette promesse d'Emmanuel Macron est difficile à tenir? Un professeur devant chaque élève, pourquoi cette promesse est difficile à tenir? C'est difficile qu'il y ait un professeur qui fasse des cours à chaque élève. En France, dans l'école publique. Dans l'école publique, parce que dans l'école privée, je ne crois pas que vous ayez ce problème-là. On verra, l'article nous renseignera peut-être, mais je ne crois pas. Et là, vous voyez, premier écho. Premier écho, par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, les frais de scolarité se sont envolés. Dans le public, on n'arrive pas à avoir un professeur devant chaque élève. Et dans les business schools qui performent extrêmement bien, les frais de scolarité se sont envolés. Et elles ne touchent pas d'argent public. Enfin, de l'argent de l'université. Qu'est-ce que vous avez en fait? Vous avez une filière d'élite, de gens riches. Je disais tout à l'heure les enfants de Macron, mais bon, évidemment, c'est un peu exagéré. Mais c'est ça. Les gens de la classe favorisée. Gabriel Attal est passé par l'école alsacienne, qui est l'école la plus sélecte de France. L'école privée la plus sélecte de France.
Gabriel Attal, notre ministre de l'Éducation nationale. Je n'en veux pas, c'est très bien, moi. On fait ses études où on veut. Moi, j'étais dans le privé tout le temps aussi. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que les gens qui ont fait le privé qui peuvent se permettre de faire les écoles les plus sélectes derrière, c'est-à-dire HEC numéro 1 mondial. Comme les coûts sont gigantesques, les SEC, etc., comme les coûts sont gigantesques, en fait, il n'y a plus que les enfants de nos élites qui peuvent se permettre ça. Les autres, vous allez dans l'école publique et vous allez voir ce que donne l'école publique. En dépit de la volonté présidentielle, est-ce que c'est vraiment une volonté? Il manque en moyen un professeur dans près de la moitié des collèges et lycées. Écoutez, il manque en moyenne un professeur dans près de la moitié des collèges et des lycées. Public, évidemment, on ne rajoute pas public parce que ça fait trop moche. Plus que les arrêts maladie, ce sont surtout les contraintes de service et les difficultés à mobiliser des remplaçants qui expliquent la situation. Il manque en moyenne un professeur dans la moitié des collèges et des lycées. C'est pas du tout ce que nous a dit le gouvernement. Je vous rappelle que Macron, Attal, nous disait à la rentrée, chaque enfant aura un professeur devant lui. Il en manque dans la moitié. Dans la moitié des établissements. Un engagement qui n'a pas été tenu, un de plus, 2 semaines après la rentrée scolaire. Si Emmanuel Macron avait affirmé fin août qu'il y aurait bien un professeur devant chaque élève, tout comme le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, le pari est raté. Selon une étude du syndicat national des enseignants du second degré, le SNES-FSU, réalisé dans 500 établissements et révélé ce lundi par France Info, il manque au moins un professeur dans près d'un collège et lycée sur 2. Des absences liées à des organisations de services. Régulièrement, on s'en fout quasiment d'où viennent les absences. On va le lire parce que ça va nous enrichir culturellement, mais on s'en fout. Le but de l'école publique, c'est de donner la même chance à un enfant d'immigré deuxième génération ou d'un enfant d'immigré d'une manière générale qu'un de mes enfants. C'est ça le but de l'école publique. C'est de pouvoir faire marcher l'ascenseur social. Et là, on voit qu'on n'est pas foutu de leur mettre des profs. À quoi ça sert ? On a un gouvernement qui veut réglementer tout dans notre vie, tout, jusqu'à quelle température on doit mettre notre clim ou notre chauffage, mais qui n'est pas foutu d'avoir suffisamment de profs dans ces écoles. Des absences liées à des obligations de service. Régulièrement réitérée par l'exécutif, la promesse est très compliquée à tenir, même si des marges de progression existent bel et bien. Souvent présentées comme un phénomène global, les absences des professeurs ont en réalité 2 versants. D'un côté, les absences pour motifs personnels comme les arrêts maladie, 34%, mais aussi des contraintes de service liées directement à l'éducation nationale elle-même, comme la formation continue, les examens et les sorties scolaires. Ces trous, je ne vais pas commenter parce que, les arrêts maladie, il n'y a rien à dire, mais je me souviens que Nicolas Sarkozy avait baissé le nombre de jours de carence. Et en baissant le nombre de jours de carence, en augmentant, pardon, il avait augmenté le nombre de jours de carence. Vous savez que le jour de carence, c'est grosso modo le nombre de jours par lesquels je ne suis pas payé si je suis en arrêt maladie. Et en augmentant le nombre de jours de carence, il avait baissé le nombre d'arrêts maladie de manière gigantesque. Tout d'un coup, les gens n'étaient plus malades. Alors, François Hollande, quand il est revenu là-dessus,
Mais tout d'un coup, les gens, s'ils n'étaient pas payés, ils venaient bosser. J'en dirai pas plus sur les arrêts maladie, notamment des professeurs. Vous comprenez que c'est un sujet qui me touche un peu. Et après, il y a des contraintes d'organisation. La formation continue, les examens, les sorties scolaires. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Alors, dites-moi ce qui est plus important. Que le professeur de français d'un établissement public de banlieue amène ses élèves faire une sortie scolaire pour aller au cinéma ou pour aller je ne sais où, parce que qu'on me la fasse pas, ils vont rarement visiter le Louvre. Faut pas nous la faire à l'envers. Ils vont rarement visiter le Louvre. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est qu'il aille faire ses cours pour des enfants illettrés ou qu'il les amène faire des sorties scolaires bidons? La sortie scolaire, c'est un truc qu'on fait en plus. C'est sympa. C'est bien, moi j'en ai fait, c'est sympa. Mais c'est en plus. C'est pas à la place. L'organisation des examens, la formation continue. J'ai la formation continue, je suis désolé, mais les profs ne font pas 35 heures. Mes deux parents sont profs, hein. Ils font pas 35 heures. Donc la formation continue, on peut peut-être les mettre en dehors des heures de travail. Je sais que ça va être horrible pour eux, mais enfin, flûte! Les examens, on peut les mettre en dehors des heures de travail aussi. Enfin, en dehors des heures de cours. Et on peut aussi dire, voilà, les examens, de telle à telle période, les élèves ils sont en cours, on n'a pas d'examen, point. Et puis après, on fait les examens juste après. Ces trous dans les emplois du temps des élèves recouvrent également des réalités bien différentes. D'après un rapport de la Cour des comptes de décembre 2021, 80% des professeurs des écoles sont remplacés dès le premier jour d'absence. Très loin des chiffres des collèges et des lycées. Pour les professeurs du secondaire, ce sont ainsi 10% des heures de cours qui ont été perdues pour l'année 2018-2019, soit 24% de plus que l'année précédente. C'est-à-dire que là, on voit que c'est de plus en plus grave. Ils perdent 10% de leurs heures de cours sur une année scolaire, ce qui est quand même déjà énorme. Parce que c'est une moyenne sur l'ensemble des écoles. Mais en plus, ça s'accélère, et rapidement, 24% de plus que l'année précédente. Un vivier de professeurs titulaires remplaçants de moins en moins fourni. Si cette situation n'est pas nouvelle, elle n'existait pas jusqu'à la fin des années 50. En cas de professeur absent, les élèves étaient accueillis en permanence ou ils étaient surveillés, encadrés par ce que l'on appelait des maîtres d'études ou des maîtres répétiteurs. Le corps a ensuite été supprimé. C'est peut-être une piste d'amélioration. On recrée le corps. L'Éducation nationale a organisé l'embauche de professeurs titulaires spécialisés dans le remplacement des absences dans les années 80. Problème, si ce vivier existe toujours, il devient de plus en plus limité avec les difficultés à recruter des nouveaux professeurs. Selon la DEP, le service statistique de l'Éducation nationale, plus de 8% des enseignants sont remplaçants dans le primaire contre 2,7% dans le secondaire. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la lecture. Ouais, bon, après, il y a 2 millions d'heures non remplacées dans les collèges et les lycées. Éviter l'organisation des examens pendant les temps de cours, je vais vous en parler. Et un pacte enseignant qui peine à recruter et des difficultés de recrutement. Je vais rester sur les difficultés de recrutement.
Pour l'instant, le pacte enseignant est loin de susciter l'adhésion et ne semble pas en mesure de combler les absences devant les élèves. Sans chiffres précis à avancer pour l'instant, Emmanuel Macron a reconnu lui-même, chez le vidéaste Hugo Décrypte lundi dernier, qu'il fallait toujours convaincre, expliquer, pour que ce dispositif porte ses fruits. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de convaincre et d'expliquer ? Si les gens n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Arrêtez de les prendre pour des crétins. Moi, je ne connais pas ce pacte. Enfin bon, a priori, vous voyez, quand j'étais chef d'entreprise, je proposais un truc à mes salariés, ils n'en voulaient pas, je ne me disais pas, c'est des cons, il faut que je leur explique davantage. Et mon truc ne fonctionne pas, c'est tout. Reste un dernier problème, celui du manque criant de professeurs dans certaines matières. C'est compliqué de remplacer un prof qui est absent pour une certaine durée, mais remplacer un prof qui n'existe pas alors qu'il y a une classe qui l'attend, c'est mission impossible, nous résume l'historien de l'éducation nationale Claude Lelière. Historien de l'éducation nationale. Alors là. Parmi les matières qui n'arrivent plus à recruter de professeurs, ce sont les matières scientifiques qui souffrent le plus, avec des sciences de l'ingénieur, les mathématiques et la physique-chimie. Dans le privé, quand on n'arrive pas à recruter des postes essentiels, je pense que les professeurs, c'est des postes essentiels. Les professeurs de mathématiques et de physique-chimie, vous rigolez ou quoi ? Les professeurs de mathématiques dans un monde qui va vers l'intelligence artificielle ? Les professeurs de mathématiques dans un monde où la data est le truc le plus important, mais ce sont les gens les plus importants du système. Ceux qui contrôlent toute l'intelligence artificielle, qui contrôlent tous les trucs comme Google, etc. C'est des algorithmes. Les algorithmes, c'est de la mathématique. Et nous, on manque de profs de mathématiques. Dans le privé, quand il y a un truc, quand on manque comme ça d'une personne essentielle, d'un poste essentiel, tous les professeurs le sont. Enfin, bon, professeurs de Celte anciens, ça peut se discuter, mais les mathématiques, la physique, chimie, ça ne se discute pas sur le fait que c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On augmente les salaires. Dans le privé, c'est ça. Vous ne trouvez pas la main-d'œuvre qu'il vous faut, vous augmentez le salaire. Surtout que là, vous n'êtes pas tenu dans l'école par la rentabilité. Vous voyez qu'un restaurant ait du mal à augmenter le salaire de son serveur parce qu'il a quand même une rentabilité à avoir, pourquoi pas ? Je comprends. Mais là, à l'école, il n'y a pas de rentabilité. Vous savez pourquoi on n'augmente pas les salaires ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Parce que vous avez un administratif gigantesque. Vous avez un administratif gigantesque qui bouffe tout. Qui bouffe tout, mais comme à l'hôpital. L'hôpital, je vous avais dit, l'un des problèmes de l'hôpital, c'est l'administratif. C'est qu'il y a 30% des salariés de l'hôpital qui ne voient jamais un patient. Chiffres qui m'ont été confirmés, c'est les chiffres que je connaissais de la PHP, et j'ai vu une étude récemment qui montre que c'est valable sur l'ensemble des hôpitaux. Plus de 30%. Prenez une comparaison internationale, on est les suivants, c'est les Allemands, 25%. Donc entre le premier et le deuxième, il y a un écart gigantesque. Nous, on est au-dessus de 30, eux, ils sont à 25. Je pense qu'on a exactement la même chose dans l'école. Entre l'administratif merdique, parce que l'administratif, on trouve toujours quelque chose à leur faire, il n'y a pas de problème. Mais vous réduisez leur nombre, vous réduisez le nombre de papiers et vous apercevez que finalement c'était totalement inutile. L'administratif est un gaz, il prend tout l'espace que vous lui donnez. Si on a les mêmes chiffres dans l'éducation nationale que dans l'hôpital, et je ne vois pas pourquoi on ne les aurait pas, ça me semble tout à fait logique. Vous avez 30% de gens à l'administratif, et vous pourriez descendre à 20, 25 sans que ça change la vie de qui que ce soit. Et vous seriez dans une entreprise, vous descendrez à 10, 15, parce que c'est les ratios normaux.
en faisant ça, vous libérez de l'argent tout simplement pour payer les profs. Même chose, vous arrêtez tous les profs détachés auprès d'associations. Vous les mettez devant des élèves, parce que c'est leur boulot. C'est pas d'aller faire les kékés dans des associations. Et là, vous dégagez de l'argent pour l'éducation nationale, pour augmenter le salaire des profs. Et une fois que vous avez augmenté le salaire des profs, si en plus vous leur donnez un petit peu de pouvoir et pas juste la trouille de se faire engueuler par des parents d'élèves, ce qui n'est pas très difficile, hein, eh bien, vous aurez à ce moment-là une école publique où vous aurez des profs devant tous les élèves. C'est relativement simple. Et vous voyez ce qui m'a intéressé dans ces deux alors, pourquoi Macron ne le fait pas? Il ne le fait pas parce qu'il a la trouille des syndicats. Les syndicats enseignants, c'est bourré de profs qui n'ont jamais vu un élève depuis très très longtemps, qui veulent surtout pas en voir. Eux, ils veulent militer pour la cause. Ils veulent pas voir un élève. Alors forcément, si on dit maintenant, on va réduire l'administratif, et vous allez vous retrouver devant des élèves, ça va gueuler. Mais c'est la solution. Et voyez, ce qui m'a intéressé dans ces deux trucs, c'est qu'on voit d'un côté que pour vous, la classe moyenne, ou pour vous, les gueux, ça va de plus en plus mal. De plus en plus mal. Hein, Cour des comptes, 2018-2019, 10% des heures qui ne sont pas assurées dans les collèges-lycées. En aggravation de 24% par rapport à l'année précédente. Donc on a une situation qui s'aggrave pour vous. Par contre, pour les élites, parce que, croyez-moi, hein, les gars qui vont à HEC, etc., ils ont fait des écoles privées. Hein. Ou alors ils ont fait des écoles publiques hyper privilégiées, comme Henri IV. Et ils ont derrière des parents qui peuvent leur payer ces écoles-là. Alors vous me trouverez toujours l'exception, hein, mais on est d'accord, c'est vraiment ça. À Henri IV, il n'y a pas de problème de prof absent. Je vous rappelle que François Hollande, notre cher président, qui était marié à Ségolène Royal à l'époque, avait loué un studio dans le 4e... Ils étaient à l'époque, ils habitaient dans le sud de la France. Ils avaient loué un studio dans le 4e arrondissement pour l'établir en résidence principale pour que leurs enfants fassent Henri IV. Donc nos élites savent très bien. Gabriel Attal a fait l'école alsacienne. Les enfants de Pape Ndiaye, le président ministre de l'Éducation nationale, ses enfants sont à l'école alsacienne. École hyper privilégiée. Là, il n'y a pas de problème de prof. Croyez-moi, il n'y a aucun problème de prof. Et leurs enfants, à eux, après avoir fait l'école alsacienne, ils iront à HEC. Ils iront dans ces super écoles dont on doit être fier. Parce qu'ils n'auront pas de problème de moyens, leurs parents ont de quoi payer, et en plus, ils auront les notes qui permettent. Parce que je vous rappelle, il y a un concours pour rentrer dans ces écoles. Les écoles, je relis ce que j'avais surligné tout à l'heure, les écoles de commerce recrutent des étudiants triés sur le volet. Les étudiants qui sont les enfants de cette élite. Cette élite qui est incapable de gérer l'école publique. Incapable. Il n'y a aucune raison, mais réfléchissez un peu, quoi. Dans les années 5, vous avez lu l'article comme moi. Dans les années 50, excusez-moi, je suis en train d'essayer de retrouver, d'essayer de retrouver le truc. Bon, je ne le retrouve pas. Je suis désolé. Voilà. Cette situation, hein, le fait qu'il manque de professeurs,
Cette situation n'est pas nouvelle, elle n'existait pas jusqu'à la fin des années 50. Jusqu'à la fin des années 50, je veux dire, on sortait de la guerre. On n'avait pas de problème. À la sortie de la guerre, nom d'un chien. Aujourd'hui, notre pays n'a jamais été aussi riche, mais on n'est pas foutu d'avoir des professeurs dans l'éducation nationale, de donner une chance aux classes moyennes, une chance aux gueux, une chance aux émigrés de s'élever socialement. Ils ont pris des places à la tête de l'État et ils ont saboté l'ascenseur social pour les garder bien au chaud pour eux, pour leurs enfants. Eux n'auront aucun problème. Eux, ils vivront bien toute leur vie. Leurs enfants aussi. Et ils ont saboté l'ascenseur social à grands coups de hache pour être sûr que vous n'y arriverez pas. C'est ça que je trouve. Moi, je suis très fier d'HEC, je suis très fier de ces écoles qui réussissent à être numéro 1 mondial ou dans le top 10 des écoles mondiales. En avoir 5 dans le top 12, c'est génial. Ce que je ne supporte plus, c'est de voir ces ministres de l'Éducation nationale dont les enfants vont dans des écoles privées, des écoles type école alsacienne, Marlène Schiappa aussi. Ça avait fait un scandale à un moment où elle était ministre, je sais pas, sous-ministre de l'Éducation nationale, un truc quelconque, et où on a découvert que ses enfants aussi étaient dans une école privée bien privilégiée. Ce qu'ils veulent, c'est surtout pas que vous ayez sur les mêmes trucs. Surtout pas, d'ailleurs, ils ont limité le nombre d'écoles privées pour être sûr que vous n'avez aucune chance d'y aller. Pour être sûr que la majorité soit obligée d'aller dans l'école publique et merdique. Ils se réservent les places entre eux. La promotion, c'est pour eux. Et vous, vous avez qu'à crever la gueule ouverte. C'est ça que je supporte plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, parce que je finis par croire que c'est voulu, je finis par le croire, parce que, nom d'un chien, si on y arrivait dans les années 50, on est bien capable de le faire aujourd'hui. Si on y arrivait dans les années 50, on est quand même capable de le faire aujourd'hui. C'est quand même pas compliqué. Si on est manque d'idées, il suffit de copier ce qui se faisait. Quand même pas compliqué. Donc je commence à me dire, c'est voulu. Alors on va dire, ah, il y avait moins d'élèves, mais il y avait moins d'argent aussi, on est capable. Il y avait juste des profs qui avaient un meilleur statut, où c'était bien d'être prof, c'était bien vu. Maintenant, t'es prof quand t'as raté. Je suis désolé pour les profs qui me regardent. Je suis désolé pour les profs qui me regardent, mais quand vos élèves vous parlent, ils ne vous parlent plus avec un immense respect. Vous avez fait prof probablement parce que vous êtes passionné par votre langue, par la langue que vous enseignez, passionné par les maths, passionné par l'histoire, par la géo. Vous avez une passion, probablement. Mais aux yeux de la société française, vous êtes complètement déclassé. Ce n'était pas le cas dans les années 50. Pourquoi ? Parce qu'on vous payait. Pourquoi ? Parce que vous aviez de l'autorité. Aujourd'hui, vous essayez d'avoir un tout petit peu d'autorité, on vous laisse tomber, toute votre hiérarchie vous laisse tomber, vous dit pas de vague. Si l'obscurantiste musulman vous dit que l'évolution c'est n'importe quoi, vous devez fermer vos bouches. Vous ne devez surtout pas parler de la Shoah. Là, je parle de l'histoire et de la biologie. On vous a gavé en vous disant que tout acte d'autorité est mal, que vous deviez apprendre de vos élèves. Évidemment que vous êtes déclassés aujourd'hui. Parce que tous les gens normaux, ils savent bien que c'est n'importe quoi, ça. Tant qu'on ne remettra pas les profs au centre,
mais vraiment au centre, en les payant bien, mais pour ça, il faut supprimer tout l'administratif à la con, en les payant bien, et en exigeant d'eux certaines choses. Parce que les deux vont ensemble. Peut-être même en faisant des différences de salaire en fonction de la qualité de l'enseignant. Tant qu'on ne reviendra pas à des choses comme ça. En donnant de l'autorité aux profs, en les payant bien, en revenant juste à ce qui se faisait dans les années 50, non, chien. C'est pas du rêve de ma part. Ce que je pourrais vous dire, il faut libéraliser, on va mettre tous les établissements en établissements privés, on va faire des systèmes de notes qui fait que les parents savent exactement ce que vaut l'établissement grâce aux notes, et derrière, l'État paye. Il donne un chèque aux parents, qui va directement évidemment à l'école pour que les parents n'aillent pas s'acheter un écran plat avec. Donc il donne, je sais pas, 1 000 € par mois par élève directement à l'établissement, et après l'établissement, lui, est noté d'après des examens nationaux, comme ça on sait ce qu'il vaut, et les parents choisissent où ils mettent leur enfant. Après tout, pourquoi c'est à l'État de choisir où vous êtes obligé de mettre votre enfant si vous êtes dans le public? Pourquoi? Pour vous assigner à résidence, vous assigner dans les quartiers ghetto, pour que votre enfant, on soit sûr qu'il n'a aucune chance? Ou pour garder les riches entre eux? J'étais dans des écoles de riches, donc j'ai rien contre les riches. Et pour garder les riches entre eux, pour que surtout ils ne soient pas mélangés. C'est ça l'école publique aujourd'hui. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, je vais en finir par ça. Quand j'étais enfant, j'aurais dû aller au CES Meulière. J'habitais dans le 1er arrondissement de Paris. J'aurais dû aller à l'école publique au CES Meulière. Mon père était pour que je le fasse parce que mon père était très très à gauche. Et puis mes parents sont allés voir le CES Meulière. C'était là que j'étais, normalement, carte scolaire et tout. J'ai tout de suite été inscrit au Franc-Bourgeois, dans le 4e arrondissement, école privée. Ils ont vu ce que c'était, et même mon père, hyper à gauche, a dit, non, on peut mettre mon enfant là-dedans. Et tout le monde faisait ça dans mon quartier. Tout le monde. Je ne connais pas un enfant de mon quartier qui soit allé au CES Meulière. Parce que c'est un quartier où les parents ont un peu d'argent, tout le monde se barrait. Dès que vous avez de l'argent, vous vous barriez. Votre enfant, vous le mettiez dans une école privée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ces gens ont décidé de vivre entre eux et de vous mettre la tête sous l'eau. Et donc je commence à croire que c'est exprès parce que année après année, dizaines d'années après dizaines d'années, on n'arrive pas à résoudre ce problème. Et il s'aggrave d'après les chiffres. Chiffres de la Cour des comptes, là encore je ne suis pas complotiste, chiffres de la Cour des comptes. Le système scolaire public s'aggrave avec des profs de moins en moins présents. Tous les classements internationaux le montrent. Et à côté, pour l'élite, pour les riches, pour ceux qui peuvent aller à l'école alsacienne où ils mettent leurs enfants, je parle de nos 2 derniers ministres de l'Éducation nationale, pour eux, ça s'améliore nettement. HEC numéro 1 mondial. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est fait exprès, que c'est voulu, qu'on se fait écraser par une élite, ou vous pensez que c'est... non, c'est du hasard. C'est pas du tout ça, ils font ce qu'ils peuvent. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt.